Le soleil du sud-ouest, même en plein cœur du printemps naissant, avait une qualité particulière, une lumière dorée et généreuse qui imprégnait toute sa chaleur douce. Les murs de pierre blonde des palais et des abbayes aquitaines semblaient boire cette clarté, la restituant ensuite en un éclat chaleureux. C'est dans cette lumière, au sein de ce duché opulent et fier, que naquit, en l'an de grâce 1122, celle qui allait marquer son siècle de son empreinte indélébile, Aliénor. Dès ses premiers souffles, l'air qu'elle respira fut celui d'une terre où la culture était reine, où les troubadours tissaient des vers d'amour courtois et des épopées chevaleresques, où le vin coulait à flots et les discussions philosophiques s'épanouissaient sous les arcades ombragées. Le duché d'Aquitaine, vaste et riche, s'étendait de la Loire aux Pyrénées, un empire en soi, vibrant de ses propres lois, de ses propres coutumes, de sa propre langue chantante l'occitan. Aliénor, fille de Guillaume X, duc d'Aquitaine et comte de Poitiers, était l'héritière de cette lignée illustre, de ces ducs poètes et guerriers, dont le grand-père, Guillaume X, avait été le premier troubadour connu. Son enfance fut une immersion constante dans ce raffinement. Les tapisseries des salles du palais de Poitiers, dont les motifs foisonnants racontaient des légendes païennes et des gestes héroïques, les manuscrits enluminés qui emplissaient la bibliothèque paternelle, les chants mélancoliques ou joyeux qui s'élevaient des jardins en fleurs, tout contribuait à forger son esprit vif et curieux. On lui apprit le latin, langue des lettrés et de l'Église, mais aussi la langue d'oc, celle de son peuple. Elle dévora les écrits des philosophes romains, les poèmes des troubadours, les chroniques des rois francs. Ses précepteurs, des clercs érudits et des dames de la cour, lui inculquèrent non seulement les arts libéraux mais aussi les subtilités de la diplomatie, de la gestion domaniale et de la stratégie politique. Pour Aliénor, l'éducation n'était pas un simple ornement, mais un outil, une arme même, dans un monde où le pouvoir se jouait autant par l'esprit que par l'épée. Elle grandit, consciente de son destin unique. Nulle part ailleurs en Europe une femme n'héritait d'un domaine aussi vaste, d'une puissance aussi considérable. Cette conscience précoce de sa position la dota d'une indépendance d'esprit rare pour une jeune femme de son temps. Elle écoutait les murmures des courtisans, les discussions de son père avec ses vassaux, les récits des marchands revenant des lointaines terres d'Orient. Elle observait, absorbait, et son intelligence vive démêlait les fils complexes des intrigues politiques bien avant que d'autres ne les perçoivent. Son père, Guillaume X, homme cultivé et jouisseur, la chérissait et encourageait cette soif de savoir, cette témérité intellectuelle, sans se douter qu'il nourrissait la flamme d'une volonté indomptable. Les jardins du palais de Poitiers, parsemés de rosiers grimpants et de fontaines chantantes, étaient son refuge. Elle y lisait, y méditait, le parfum entêtant du jasmin et de la lavande se mêlant aux odeurs plus âpres des écuries et des cuisines, rappelant la dualité de sa vie, le raffinement de l'esprit et la rudesse du pouvoir. Elle savait qu'elle n'était pas une simple dame destinée à un mariage arrangé, elle était l'Aquitaine incarnée, et son choix, ou plutôt son destin, façonnerait l'avenir de millions d'âmes. Puis, en l'an de grâce 1137, le destin frappa avec une brutalité inattendue. La nouvelle de la mort de son père, Guillaume X, lors d'un pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle, traversa le duché comme un vent glacial. Aliénor, à peine âgée de 15 ans, se retrouva duchesse d'Aquitaine et comtesse de Poitiers, la femme la plus riche et la plus convoitée d'Europe. La transition fut abrupte, vertigineuse. Le testament de son père désignait le roi de France, Louis VI le Gros, comme son tuteur et protecteur, et stipulait qu'elle devait épouser son fils, le futur Louis VII. En quelques semaines, la jeune duchesse fut arrachée à la lumière éclatante de Poitiers. La route vers Bordeaux, où devait avoir lieu la cérémonie, puis vers Paris, fut un voyage non seulement géographique mais aussi métaphorique. Elle la menait d'un monde qu'elle connaissait, libre et solaire, à un univers qu'elle pressentait plus sombre et plus contraint. Le mariage fut célébré dans la cathédrale Saint-André de Bordeaux, un événement précipité, teinté de deuil et d'une urgence politique palpable. Le jeune Louis, aux yeux rêveurs et à la piété sincère, lui apparut comme un contraste frappant avec la vivacité des hommes de sa propre cour. Le couronnement à Bourges, quelques semaines plus tard, la vit endosser le manteau de reine de France. Les lourds brocarts, les joyaux étincelants, le poids de la couronne sur sa tête, tout cela symbolisait une nouvelle ère, mais aussi de nouvelles chaînes. La cour capétienne, à Paris, était aux antipodes de celle d'Aquitaine. Là où Poitiers exultait de musique profane et de joutes poétiques, Paris résonnait des chants grégoriens et des sermons austères. Louis VII, élevé dans la stricte observance monastique de l'abbé Sugère, était un homme pieux, intellectuel, mais dénué de la fougue et de la mondanité qui animait Aliénor. Elle se sentait comme un oiseau aux ailes déployées, soudain enfermé dans une cage d'or. Les dames de la cour parisienne, vêtues de robes modestes et aux conversations pieuses, la regardaient avec une curiosité mêlée de suspicion. Ses tenues aquitaines, plus légères et colorées, ses manières plus libres, son rire sonore, tout cela détonnait dans cette atmosphère empreinte de rigueur morale. La frustration monta en elle, une frustration contenue, étouffée sous les couches de brocart et les attentes protocolaires. Elle tentait de s'adapter, de comprendre les codes de cette nouvelle cour, mais chaque jour la rapprochait un peu plus du sentiment d'être incomprise, d'être une étrangère dans son propre royaume.
Pourtant, Aliénor n'était pas du genre à céder à la mélancolie. Elle était reine de France, et elle entendait bien jouer ce rôle avec toute la détermination dont elle était capable. Elle encouragea les arts, apporta un souffle nouveau à la cour, tenta d'insuffler un peu de la lumière aquitaine dans les sombres couloirs du palais. Mais l'incompatibilité de caractère avec Louis, la divergence de leur vision du monde et de la royauté, devint une faille grandissante, un gouffre silencieux qui les séparait. L'absence d'héritier mâle, après des années de mariage et la naissance de 2 filles, Marie et Alix, devint une pression insoutenable pour la couronne de France. 15 années s'écoulèrent, marquées par une croisade malheureuse en Terre Sainte, où les tensions entre Aliénor et Louis éclatèrent au grand jour, et par une lassitude mutuelle qui ne pouvait plus être dissimulée. La piété de Louis, jadis perçue comme une vertu, devint pour Aliénor une faiblesse, une incapacité à embrasser la complexité du monde. Pour Louis, la vivacité d'Aliénor, son indépendance d'esprit, sa mondanité furent autant de sources d'inquiétude et de réprobation. En l'an de grâce 1152, le rideau tomba sur ce mariage malheureux. L'annulation fut prononcée à Beaugency, sous le prétexte commode de consanguinité, un lien de parenté lointain qui aurait pu être ignoré si la volonté politique avait été présente. Pour Aliénor, ce fut un soulagement intense, une libération. Le poids des attentes, des contraintes, de l'incompréhension s'envola, laissant place à une sensation d'énergie renouvelée, d'une ambition décuplée. Elle était de nouveau maîtresse de son destin, de son duché, et de sa propre personne. Mais Aliénor n'était pas femme à rester inactive. Libre, elle l'était, mais elle était aussi duchesse et héritière d'une terre convoitée. Moins de 2 mois après l'annulation de son mariage, elle prit une décision audacieuse, un coup de maître politique qui allait redessiner la carte de l'Europe. Elle épousa Henri Plantagenet, comte d'Anjou et duc de Normandie. Un homme jeune, il n'avait que 19 ans, 11 de moins qu'elle, mais dont la réputation de guerrier féroce, de stratège brillant et d'homme d'une énergie débordante précédait déjà son nom. Ce mariage fut un tourbillon d'événements politiques, une démonstration éclatante de la puissance et de l'audace d'Aliénor. En unissant l'Aquitaine aux vastes possessions d'Henri sur le continent, l'Anjou, la Touraine, le Maine, la Normandie, ils créèrent ensemble un empire colossal, une entité politique et territoriale qui allait bientôt englober l'Angleterre elle-même. Aliénor avait choisi son destin, et avec Henri, elle sentait qu'elle pouvait bâtir un empire digne de ses rêves les plus fous. Henri était son égal, son partenaire, un homme dont l'ambition et l'intelligence rivalisaient avec les siennes. Le contraste avec Louis VII ne pouvait être plus marqué. Avec Henri, le monde s'ouvrait à nouveau, vaste et plein de promesses. 2 ans plus tard, en l'an de grâce 1154, Henri et Aliénor furent couronnés rois et reines d'Angleterre. La consolidation de leur pouvoir fut effrénée, une période de construction impériale où l'Angleterre et le continent furent façonnés par leur volonté commune. Leur union fut féconde, non seulement en termes politiques, mais aussi en enfants. Les naissances se succédèrent, apportant une fierté maternelle et politique à Aliénor. Henri le Jeune, Richard Cœur de Lion, Geoffroy, Jean s'enterrent une lignée de fils destinés à régner, à perpétuer la puissance des Plantagenets. Aliénor joua un rôle actif dans la gouvernance, notamment en Aquitaine, où elle exerça son autorité avec la sagesse et la fermeté qu'on lui connaissait. Elle régnait de concert avec Henri, du moins le croyait-elle. Mais sous la surface de cette grandeur royale, des frictions latentes commençaient à apparaître, de fines craquelures dans le marbre de leur alliance. L'autoritarisme d'Henri, sa volonté de régner seul, sa nature colérique et imprévisible, commencèrent à peser sur leurs relations. Les infidélités du roi, d'abord discrètes, puis de plus en plus flagrantes, notamment avec Rosamund Clifford, furent autant d'affronts à la dignité et à l'intelligence d'Aliénor. Elle ressentait une frustration croissante. Elle avait contribué à bâtir cet empire, à lui donner des héritiers, à stabiliser ses provinces les plus turbulentes, et pourtant, elle se voyait progressivement marginalisée, son avis de moins en moins pris en compte. Les désaccords sur l'éducation de leurs fils, sur la manière de leur allouer des terres et du pouvoir, devinrent des sujets de discorde amers. Henri, obsédé par la conservation de son pouvoir absolu, refusait de céder la moindre autorité réelle à ses fils, même à Henri le Jeune, qu'il avait pourtant fait couronner co-roi d'Angleterre. Aliénor voyait leur fils grandir, impatient, ambitieux, et frustré par l'avarice paternelle. Elle connaissait trop bien la nature des hommes de pouvoir pour ignorer les dangers de cette situation. Vers l'an de grâce 1168, la coupe était pleine. La cour d'Angleterre était devenue irrespirable pour Aliénor. Les affronts d'Henri, son mépris grandissant pour son épouse, son désir de la cantonner à un rôle de mère et de génitrice, tout cela heurtait de front son esprit indépendant. La décision fut prise, non sans une certaine audace. Aliénor s'éloignerait de la cour d'Angleterre. Elle retourna en Aquitaine, sa terre natale, son refuge, son royaume. Elle s'installa à Poitiers, la ville de son enfance, et y établit une cour resplendissante, une renaissance de l'âge d'or des troubadours. C'était un acte délibéré, une affirmation de son indépendance et de sa puissance. À Poitiers, elle n'était pas l'épouse négligée du roi d'Angleterre, mais la duchesse d'Aquitaine, souveraine à part entière.
Elle y encouragea les arts, la poésie, les discussions philosophiques, attirant à elle les esprits les plus brillants d'Europe. Cette cour devint un foyer de culture raffinée, une enclave de lumière dans un monde souvent brutal. Elle y éduqua Richard, son deuxième fils, le forgeant pour devenir le duc d'Aquitaine qu'il était destiné à être. Richard, le guerrier né, le chevalier intrépide, puisait son inspiration et sa force auprès de sa mère, qui lui enseignait l'art de la gouvernance et de la guerre. Les autres fils, Henri le Jeune et Geoffroy, commençaient également à graviter autour d'elle, leurs plaintes et leurs doléances contre leur père, qui refusait de leur céder un pouvoir réel, se faisant de plus en plus pressante. L'atmosphère à Poitiers était vibrante, pleine de vie, mais aussi chargée d'une tension sous-jacente. Ce n'était pas seulement une cour de plaisir et de culture, c'était aussi un centre de sédition potentiel, un contrepoids au pouvoir central d'Henri II. Aliénor retrouvait son indépendance, une liberté de pensée et d'action qu'elle avait cru perdue. Elle se sentait à nouveau puissante, capable de modeler son propre destin et celui de ses fils. Mais l'inquiétude grandissait en elle. L'empire qu'elle avait contribué à construire avec Henri était désormais fissuré par les ambitions de ses propres enfants, par l'autoritarisme de son mari, et par sa propre volonté de ne plus être reléguée au second plan. La tempête grondait à l'horizon, et Aliénor, du haut de son trône aquitain, observait les nuages s'amonceler, prête à affronter ce qui allait venir. L'année de grâce 1173 s'ouvrit sur une note de discorde, une dissonance grandissante qui résonnait dans les couloirs des palais plantagenets, de Winchester à Angers, et, avec une intensité particulière, au cœur de Poitiers. Le jeune Henri, couronné co-roi d'Angleterre quelques années auparavant, portait le titre avec une fierté amère. Il était roi, oui, mais d'un royaume de papier, d'une couronne sans sceptre ni terre réelle. Son père, Henri II, le « vieux roi », comme on commençait à le murmurer avec une pointe d'irrévérence, s'accrochait à chaque parcelle de pouvoir avec une ténacité de lion, refusant de céder la moindre autorité concrète à son fils aîné. À Poitiers, Aliénor observait. Depuis son retour en Aquitaine, elle avait recréé une cour qui rivalisait de splendeur et d'intellect avec les plus grandes d'Europe. Mais sous les tournois chevaleresques, les joutes poétiques et les banquets somptueux, un courant souterrain de mécontentement agitait les esprits. Ses fils, particulièrement Henri le Jeune, venaient à elle, leur voix chargée de reproches et d'une frustration presque palpable. Mère, avait soupiré le jeune Henri, un soir d'hiver où le vent s'engouffrait par les fentes des hautes fenêtres du palais, faisant danser les flammes de la cheminée. Son visage, si semblable à celui de son père, était tendu par une impatience mal contenue. « Je suis roi, par la grâce de Dieu et la volonté de mon père, et pourtant, je n'ai ni terre à gouverner, ni trésor à administrer. Je suis un fantôme couronné, un jouet entre les mains du roi. » Aliénor l'avait écouté, son regard perçant sondant l'âme tourmentée de son fils. Elle était assise sur un haut siège sculpté, une étoffe de soie brodée jetée sur ses genoux, ses doigts fins mais forts caressant le velours. L'air était lourd du parfum de cire d'abeille et des essences épicées du vin chaud. Elle se souvenait de ses propres frustrations, de son propre désir de gouverner, d'agir. Elle comprenait cette soif de pouvoir, cette humiliation d'être réduit à un rôle décoratif. « La patience est une vertu royale, mon fils, avait-elle dit d'une voix douce, mais dont la fermeté n'échappait jamais à ceux qui la connaissaient. Mais la patience a ses limites, surtout quand l'honneur est en jeu. » C'était une graine qu'elle semait, une suggestion subtile, à peine audible au-dessus du crépitement du foyer. Elle savait que le jeune Henri n'était pas le seul à souffrir de cette situation. Richard, son cadet, le guerrier né, le duc d'Aquitaine en devenir, bouillonnait lui aussi. Son père lui avait confié le duché, mais Henri II conservait la mainmise sur les forteresses clés et les revenus, rendant l'autorité de Richard précaire. Geoffroy, le troisième, duc de Bretagne par mariage, n'était guère mieux loti. Seul Jean, le plus jeune, le « sans terre », semblait encore épargné par la colère du roi, car il était son favori, le seul à qui il promettait des domaines, au détriment de ses frères aînés. La cour de Poitiers, sous la direction d'Aliénor, était devenue un refuge pour ces princes dépossédés, un lieu où leurs doléances pouvaient être exprimées sans crainte, où le ressentiment envers le roi d'Angleterre prenait racine et s'épanouissait. Aliénor écoutait, conseillait, mais surtout, elle laissait les fils ruminer leurs griefs, les laissant mûrir leur propre rébellion. Elle ne les poussait pas, non. Elle créait juste le terreau fertile. Le printemps 1173 apporta avec lui non seulement la promesse de la renaissance de la nature, mais aussi celle d'une insurrection imminente. Les journées s'allongeaient, les jardins du palais s'emplissaient des premières floraisons, et les parfums capiteux des roses et du chèvrefeuille masquaient les effluves plus âpres de la conspiration. C'est à cette période que les rencontres secrètes commencèrent à se multiplier. Elles se déroulaient dans les recoins les plus discrets du palais de Poitiers, loin des grandes salles où les troubadours chantaient et les dames brodaient. Parfois, c'était dans la petite chapelle privée d'Aliénor, où l'obscurité des ogives et le silence monacal semblaient propices aux confidences. D'autres fois, c'était dans les galeries oubliées qui surplombaient les cuisines, où le brouhaha des serviteurs couvrait les murmures. Ou encore, dans les jardins labyrinthiques, à la tombée de la nuit, lorsque les ombres s'allongeaient et que la lumière des torches vacillait.
Aliénor, vêtue de robes sombres qui épousaient les contours de son corps sans attirer l'attention, était au centre de ses conciliabules. Ses fils Henri le Jeune, Richard, Geoffroy y participaient, leurs jeunes visages éclairés par l'excitation et la gravité de l'enjeu. Des barons aquitains, mécontents de la mainmise d'Henri II sur leurs privilèges et leurs terres, se joignaient à eux. Des hommes aux barbes grises et aux regards lourds de l'expérience des batailles, des jeunes chevaliers dont l'ardeur n'attendait qu'un signal pour s'embraser. Les discussions étaient feutrées, chargées d'une tension électrique. Le crissement d'une plume sur un parchemin, le froissement d'une étoffe, le cliquetis à peine audible d'une petite bourse de cuir, tout prenait une importance démesurée. On parlait de levée de troupes, de forteresses à sécuriser, d'alliances à sceller. Aliénor écoutait, pesait chaque mot, chaque proposition. Sa stratégie était calculée, audacieuse. Elle savait qu'elle jouait un jeu dangereux, mais l'alternative, une vie de soumission et de marginalisation, lui était intolérable. Le roi ne cédera jamais de son plein gré, avait affirmé un baron, sa voix basse et rauque. Il nous prendra tous si nous ne prenons pas les armes. Aliénor avait hoché la tête lentement, ses yeux fixés sur les flammes d'une chandelle. L'Angleterre est unie, mais le continent est un patchwork de loyauté. Nous avons des alliés, et le roi de France n'est pas insensible à nos arguments. Des messagers secrets, déguisés en marchands, en pèlerins ou en simples voyageurs, allaient et venaient entre Poitiers, Paris, et les autres cours d'Europe. Ils portaient des lettres scellées, des messages chiffrés, des promesses et des menaces. Les espions d'Henri II, omniprésents et invisibles, commençaient à sentir que quelque chose se tramait. Des rumeurs, d'abord vagues, puis de plus en plus insistantes, parvenaient aux oreilles du roi. Des murmures de trahison, de complot familial, de l'Aquitaine comme foyer de sédition. Henri II, déjà paranoïaque par nature, sentait le sol se dérober sous ses pieds. La méfiance grandissait en lui, une ombre froide et persistante. Pour Aliénor, ces rencontres étaient une symphonie secrète, chaque note jouée avec une précision mortelle. L'excitation des jeunes princes était palpable, une impatience qui la rappelait à sa propre jeunesse, à son propre désir de renverser les conventions. Elle les voyait s'enflammer, leurs poings serrés, leurs regards brillants d'une fureur contenue. Elle les encourageait du regard, d'un sourire énigmatique, d'un mot bien choisi. Elle les armait non seulement de courage, mais aussi de la conviction que leur cause était juste. Puis, le mois de mai 1173 arriva, et avec lui, l'éclatement de la tempête. La rupture fut spectaculaire, un coup de tonnerre dans le ciel serein de la politique européenne. Henri le Jeune, incapable de supporter plus longtemps l'humiliation et le manque de pouvoir, s'enfuit de la cour de son père. Il ne partit pas seul. Richard, le lion en herbe, le suivit, son cœur battant la chamade à l'idée de l'aventure et de la guerre. Geoffroy, le stratège silencieux, les rejoignit peu après. Leur destination était Paris, la cour de Louis VII de France, l'ancien époux d'Aliénor et désormais beau-père d'Henri le Jeune. C'était un acte de défiance inouïe, une trahison familiale et politique d'une ampleur sans précédent. En rejoignant le roi de France, leur ennemi juré, les fils d'Henri II déclaraient ouvertement leur rébellion. L'annonce de leur fuite et de leur ralliement à Louis VII traversa l'Europe féodale comme un incendie de forêt. Ce fut un choc politique majeur, une rupture familiale qui allait embraser le continent. Henri II, à l'annonce de cette nouvelle, fut pris d'une fureur noire, d'une rage que peu de ses courtisans avaient jamais osé affronter. Les vases furent brisés, les meubles renversés, les cris du roi résonnant dans le palais. L'humiliation était intolérable. Ses propres fils, ses propres héritiers, s'étaient retournés contre lui, encouragés, il en était certain, par la femme qu'il avait tant aimée et tant méprisée. À Poitiers, Aliénor reçut la nouvelle avec une gravité sereine, mais au fond d'elle, un sentiment de triomphe initial la traversa. Le point de non-retour était franchi. Les dés étaient jetés. Elle avait joué sa partie, et ses fils avaient répondu à l'appel. Le sentiment de puissance qui l'envahit était enivrant. Elle avait semé les graines, et maintenant, la récolte était là. Elle savait que la guerre était inévitable, mais elle était prête. Elle avait attendu ce moment. L'été 1173 vit l'Aquitaine se transformer en un vaste camp militaire sous la direction d'Aliénor. Elle ne se contentait pas d'être la mère des princes rebelles, elle était la stratège, la commandante en chef de la rébellion dans son duché. Le palais de Poitiers, jadis un centre de culture et de raffinement, devint un quartier général militaire bourdonnant d'activité. L'odeur du fer et du cuir se mêlait au parfum des fleurs, le cliquetis des épées et le martèlement des forges remplaçaient les mélodies des troubadours. Aliénor, loin des robes sombres et discrètes, portait désormais des tenues plus pratiques, mais toujours d'une élégance martiale. Elle parcourait les salles, ses pas résonnant sur les dalles de pierre, son regard scrutant chaque détail. Elle recevait les vassaux, les chevaliers, les maires des villes. Sa voix, claire et autoritaire, donnait des ordres, assignait des missions, inspirait la loyauté. L'Aquitaine se lève, avait-elle déclaré à un groupe de barons assemblés dans la grande salle, leurs visages éclairés par la lumière des torches. Nous nous battons pour l'honneur de mes fils, pour la liberté de nos terres, contre la tyrannie d'un roi qui ne respecte ni les liens du sang, ni les serments féodaux. Les chevaliers s'agenouillaient devant elle, jurant fidélité à la duchesse et à ses fils.
Elle supervisait la levée des troupes, l'entraînement des hommes, la mobilisation des ressources. Des convois de vivres, d'armes et de chevaux partaient des châteaux aquitains. Elle gérait la logistique avec une efficacité redoutable, s'assurant que chaque unité était bien équipée, que chaque forteresse était suffisamment approvisionnée. La diplomatie était une autre de ses armes. Elle envoyait des émissaires aux comtes voisins, aux ducs de Bretagne et de Flandre, aux princes du Saint-Empire, tissant un réseau complexe d'alliances et de soutien. Elle utilisait son prestige, sa réputation, sa connaissance intime des cours européennes pour rallier des alliés à la cause de ses fils. Ses lettres, rédigées avec une clarté et une force de conviction remarquables, expliquaient les raisons de la rébellion, dénonçant l'autoritarisme d'Henri II et son refus de partager le pouvoir. Richard, qui était resté à ses côtés en Aquitaine pour le début de la rébellion, était son bras droit, son champion. Il était un jeune homme d'une bravoure exceptionnelle, et Aliénor le formait non seulement au combat, mais aussi à l'art de commander, de diriger les hommes. Elle le voyait s'épanouir dans ce rôle, son énergie débordante canalisée vers un objectif clair. Cependant, au-delà de la détermination farouche et du sentiment de revanche qui l'animait, une anxiété sourde rongeait Aliénor. La guerre était une bête imprévisible, et les enjeux étaient immenses. L'issue du conflit déterminerait non seulement le destin de ses fils, mais aussi le sien, et l'avenir de l'empire plantagenet qu'elle avait contribué à bâtir. Elle savait qu'Henri II était un adversaire redoutable, un tacticien brillant et impitoyable. Mais elle était prête à tout, même à risquer sa propre liberté, pour que ses fils obtiennent enfin le pouvoir qui leur était dû. Les nuits à Poitiers étaient courtes et agitées. Aliénor dormait peu, son esprit constamment en éveil, traçant des cartes mentales, évaluant les forces et les faiblesses de chaque camp. Le vent d'été portait parfois le bruit lointain des armées en marche, des tambours et des trompettes, annonçant l'approche inéluctable du conflit. Elle se tenait souvent à la fenêtre de sa chambre, regardant la lune se refléter sur les eaux calmes du Clin, son visage éclairé par une détermination inébranlable. La guerre était là, et elle, Aliénor d'Aquitaine, allait la mener. L'été 1173, qui avait vu Aliénor d'Aquitaine embrasser son rôle de chef de guerre avec une détermination farouche, s'éteignit lentement, cédant la place à un automne plus sombre, lourd des bruits et des odeurs de la guerre qui s'étaient embrasés sur les terres continentales des Plantagenets. Les premiers frimas de septembre apportèrent avec eux non pas la victoire espérée, mais les premières nouvelles de revers, des échos glaçants de la brutalité du conflit. Le palais de Poitiers, encore vibrant de l'ardeur des préparatifs, commença à ressentir le poids de la réalité. Les rires et les chants des troubadours avaient été remplacés par le cliquetis incessant des armures, le martèlement des forges et l'odeur âcre de la sueur et du fer. Aliénor, qui avait initialement ressenti un triomphe en voyant ses fils se dresser contre leur père, dut faire face à la froide efficacité d'Henri II. Le roi d'Angleterre, bien que pris par surprise par l'ampleur de la rébellion familiale, était un général redoutable, un stratège aguerri qui ne laissait rien au hasard. Sa réaction fut d'une rapidité et d'une violence inattendues. Les messagers arrivaient, leurs chevaux écumants et leurs visages tirés, porteurs de nouvelles de batailles perdues en Normandie, de forteresses tombées en Anjou. Le jeune Henri, bien que couronné et désireux de prouver sa valeur, manquait d'expérience et de la discipline nécessaire pour coordonner une armée hétéroclite de vassaux et de mercenaires. Richard, flamboyant au combat, était parfois trop impétueux, ses charges chevaleresques se heurtant à la stratégie méthodique de son père. Geoffroy, plus réfléchi, luttait pour maintenir l'ordre en Bretagne, mais la puissance militaire d'Henri II était écrasante. Aliénor écoutait ses récits, assise dans la grande salle du palais, le feu crépitant dans l'âtre projetant des ombres dansantes sur les tapisseries. Ses doigts caressaient la pierre froide du siège, ses yeux perçants ne trahissant que rarement l'anxiété grandissante qui la rongeait. Elle avait espéré que la coalition ses fils, le roi Louis VII de France, les barons mécontents serait suffisante pour ébranler Henri. Mais la réalité de la guerre était une bête sauvage, imprévisible. Les milices de Rouen ont été écrasées, madame, rapporta un chevalier, son visage pâle et couvert de poussière. Le roi a marché sur Verneuil avec une telle rapidité que nos hommes n'ont pu se replier à temps. Aliénor hocha la tête, ses lèvres minces pressées l'une contre l'autre. Elle avait sous-estimé la fureur et la détermination de son ex-mari. Henri II, blessé dans son orgueil paternel et royal, combattait avec la rage d'un animal acculé. Il ne faisait pas de quartier. Ces mercenaires brabançons, réputés pour leur férocité, semaient la terreur sur leur passage. Les jours s'étiraient en une succession de mauvaises nouvelles. La coordination entre les différentes factions rebelles était un défi constant. Louis VII, bien que soutien de la cause de ses beaux-fils, était un homme pieux mais hésitant, plus enclin à la diplomatie qu'à la guerre totale. Les barons aquitains, loyaux à Aliénor, étaient moins enclins à risquer leur vie et leurs terres dans des batailles lointaines en Normandie. La fragilité des alliances se révélait au grand jour, une toile délicate qui menaçait de se déchirer sous la pression de l'offensive d'Henri II. Au fond de son cœur, Aliénor ressentait une déception amère, un goût de cendre. Ses plans, si minutieusement élaborés, semblaient s'effriter. Mais sa détermination, bien qu'ébranlée, restait farouche. Elle ne céderait pas. Elle avait trop misé, trop souffert,
pour abandonner maintenant. Chaque revers renforçait sa résolution, la poussant à redoubler d'efforts. Elle passait des heures à étudier les cartes, à interroger les éclaireurs, à envoyer des ordres pressants à ses commandants. Elle était une reine en guerre, et elle entendait le prouver. L'automne avançait, et avec lui, le froid et la boue. Les routes devenaient impraticables, les sièges plus difficiles. Aliénor sentait le piège se refermer. Ses fils étaient dispersés, leurs armées affaiblies. Le danger se rapprochait de l'Aquitaine elle-même. Elle décida qu'il était temps de rejoindre ses fils en France, de coordonner leurs forces plus directement, de rallumer la flamme de la rébellion. C'est ainsi que, par une nuit glaciale de fin d'année 1173, Aliénor d'Aquitaine se prépara à une évasion audacieuse. Elle ne pouvait pas voyager en tant que duchesse, non. Elle se déguisa en homme, une tunique de chevalier sous un lourd manteau de voyage, ses longs cheveux dissimulés sous un capuchon. L'air était piquant, le ciel d'encre parsemé de rares étoiles. Les ruelles de Poitiers étaient désertes, les rares veilleuses vacillant dans le vent. Accompagnée de quelques fidèles, elle quitta le palais par une poterne dérobée, le grincement des gonds résonnant étrangement dans le silence de la nuit. Le sol était gelé, craquant sous ses bottes. Chaque pas était un acte de défi, chaque souffle un acte de courage. Elle traversa la ville fantomatique, l'ombre de son propre destin planant sur elle. Les odeurs de la ville endormit le fumier, la fumée des cheminées, l'humidité des pierres lui semblait plus âpre que jamais. Elle était une reine, mais elle voyageait comme un fugitif. Il chevauchait vers le nord, vers la Loire, vers la France. Le vent fouettait son visage, mordant sa peau. Le paysage défilait, sombre et indistinct. Ses pensées tourbillonnaient, mêlant l'espoir d'une rencontre fructueuse avec ses fils à l'appréhension du danger qui la guettait à chaque tournant de chemin. Elle savait que les espions d'Henri II étaient partout, leurs yeux et leurs oreilles tapis dans l'ombre. La capture eut lieu à quelques lieues de Poitiers, près de la petite ville de Châtellerault. L'embuscade fut rapide, brutale. Des hommes d'armes, armés jusqu'aux dents, surgirent de l'obscurité des bois, leurs torches jetant des lueurs fauves sur leurs visages masqués. Les quelques chevaliers qui l'accompagnaient furent rapidement maîtrisés. Aliénor, malgré son déguisement, fut reconnue. Peut-être par son maintien altier, même dans la défaite, peut-être par la finesse de ses traits, ou par le simple fait que sa présence en ces lieux, à cette heure, était trop significative. Le choc fut terrible. Le monde sembla basculer. Les mains rudes des soldats la saisirent, la tirant de sa monture. L'humiliation la submergea, froide et cinglante, plus douloureuse que toute blessure physique. Une reine, capturée comme une vulgaire criminelle, déguisée en homme. La lumière de la liberté s'éteignit brusquement, remplacée par l'obscurité de la captivité. Elle fut emmenée, d'abord à Chinon, une forteresse imposante où Henri II avait coutume de résider. Là, elle fut confrontée à son mari, le roi. La rencontre fut courte, tendue, lourde de non-dits et de haine froide. Henri, le visage durci par la fureur et le triomphe, ne lui accorda aucune pitié. Ses yeux, d'ordinaire si vifs, étaient maintenant glacés. « Vous avez semé le vent, madame, avait-il dit d'une voix basse et sifflante, vous récolterez la tempête. » Aliénor, debout, le dos droit, malgré les chaînes invisibles qui déjà l'enserraient, ne répondit rien. Son silence était son ultime acte de défi, sa dignité inébranlable sa dernière arme. Elle le regarda, sans peur, sans supplication, ses propres yeux répondant au défi. Elle avait perdu une bataille, mais pas la guerre. Pas encore. De Chinon, elle fut transférée en Angleterre, d'abord à Winchester, puis à Salisbury, et dans d'autres forteresses à travers le royaume. Chaque déplacement était une humiliation, un rappel constant de sa défaite. L'isolement devint sa compagne. Les murs de pierre, froids et impitoyables, remplacèrent les tapisseries chatoyantes de Poitiers. La lumière du jour filtrait à travers d'étroites meurtrières, dessinant des bandes pâles sur le sol. Les odeurs de moisissure et de pierres humides remplacèrent les parfums de jasmin et de lavande. Sa capture fut un coup dévastateur pour la rébellion. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre, démoralisant les troupes et affaiblissant la détermination des alliés. Henri II avait non seulement vaincu une armée, mais il avait aussi brisé le cœur symbolique de la révolte. L'année 1174 vit la guerre se poursuivre, mais sans la présence galvanisante d'Aliénor. Louis VII, malgré ses promesses, ne put combler le vide laissé par la duchesse. La coordination manqua cruellement. Henri II, libéré de la menace d'une Aliénor active en Aquitaine, put concentrer ses forces. Il marcha sur la Bretagne, écrasant la rébellion de Geoffroy. Puis il se tourna vers l'Aquitaine, soumettant les barons et les villes rebelles avec une main de fer. Les armées de ses fils furent mises en déroute les unes après les autres. L'effondrement de la rébellion fut lent et inéluctable. Les fils, désespérés et isolés, comprirent qu'ils ne pouvaient plus résister. Le poids de l'absence de leur mère se faisait cruellement sentir. Elle était la stratège, la figure de proue, celle qui avait su unir les mécontents. Sans elle, la coalition se disloquait. En septembre 1174, la paix de Montlouis fut signée. Ce fut une paix amère, une victoire totale pour Henri II. Les fils, humiliés, furent contraints de se soumettre à leur père. Henri le Jeune, Richard, Geoffroy durent jurer de nouveau allégeance,
renoncer à leurs alliances et rendre toutes les forteresses qu'ils avaient prises ou qu'ils détenaient. Les conditions étaient dures, conçues pour briser leur esprit et réaffirmer l'autorité absolue du roi. Aliénor, dans sa prison, apprit la nouvelle par des bribes de conversation des gardes, par des rumeurs qui filtraient à travers les murs épais. Chaque mot était un coup de poignard. Elle avait échoué, ses fils étaient vaincus, et elle restait prisonnière, son sort incertain, une monnaie d'échange que son mari garderait à jamais sous clé. Une vague d'humiliation et de culpabilité la submergea. Elle avait mis le feu aux poudres, et maintenant, ses enfants payaient le prix. Les années qui suivirent furent une longue et douloureuse période de captivité. De 1175 à 1185, Aliénor fut détenue dans diverses forteresses anglaises. Salisbury, Winchester, Barfleur, Old Sarum, les noms des lieux de sa détention se succédaient, chacun une nouvelle prison, un nouveau rappel de sa défaite. Elle était coupée du monde extérieur, les nouvelles lui parvenant sporadiquement, souvent déformées, toujours filtrées par la volonté d'Henri II. La solitude était une compagne constante. Les jours s'étiraient, longs et monotones. Elle passait ses heures à lire les quelques livres qui lui étaient permis, à broder des tapisseries dont les motifs complexes reflétaient peut-être les labyrinthes de ses pensées. Elle regardait par les meurtrières, observant le paysage anglais, si différent des terres ensoleillées d'Aquitaine. Les brumes matinales, les pluies fines, les champs verdoyants, tout lui semblait étranger, une toile de fond à son exil forcé. Henri II, dans sa cruauté calculée, la faisait parfois apparaître en public, lors de grandes assemblées ou de cérémonies royales. C'était un acte de domination, une démonstration de sa puissance sur celle qui avait osé le défier. Aliénor se pliait à ses exigences avec une résignation apparente, mais au fond d'elle, sa force intérieure restait inébranlable. Elle portait ses robes de reine, ses joyaux, son maintien royal, comme si elle n'avait jamais connu la captivité. Son regard restait fier, ses lèvres closes. Elle était une reine, même enchaînée. La vie de cour continuait sans elle, les intrigues, les banquets, les tournois. Mais son absence pesait sur la dynastie Plantagenet, une ombre persistante sur la grandeur du roi. Ses fils, bien que soumis, continuaient à se quereller avec leur père, les graines de la discorde semées par Aliénor n'ayant jamais vraiment disparu. Le jeune Henri, Richard, Geoffroy, il n'oubliait pas l'humiliation de Montlouis, ni la captivité de leur mère. Dans sa prison, Aliénor méditait. Elle analysait ses échecs, comprenait les faiblesses de sa stratégie, mais aussi la force de sa propre volonté. Elle était isolée, mais son esprit restait vif. Elle savait que le temps était son allié, que la roue de la fortune finirait par tourner. Elle était une reine, une mère, une stratège. Et elle n'avait pas dit son dernier mot. Chaque jour de captivité était une préparation, une incubation. Elle attendait son heure, patiemment, silencieusement, son regard fixé sur un avenir où elle retrouverait sa liberté et sa puissance, prête à orchestrer son retour. La résignation n'était qu'un masque, une armure. Sous la surface, la flamme de l'ambition et de la vengeance brûlait toujours, ardente et inextinguible. Les années s'étiraient, un lent décompte de jours et de nuits emprisonnés, chaque aube se levant sur les mêmes murs de pierre grise, chaque crépuscule les enveloppant d'une obscurité familière. À Salisbury, puis à Winchester, à Barfleur, et dans d'autres forteresses dont les noms se confondaient dans la monotonie de sa captivité, Aliénor d'Aquitaine forgeait sa résilience. Le monde extérieur, vibrant et tumultueux, ne lui parvenait que par des échos lointains, des murmures de garde, des bribes de conversation saisies au vol, toujours filtrées, souvent déformées par la volonté implacable d'Henri II. Elle s'était habituée au froid mordant des pierres en hiver, à l'humidité persistante qui s'infiltrait dans ses os, même sous les plus épaisses couvertures. Les odeurs de la prison, la cire rance des chandelles, la paille moisie, la fumée âcre des foyers mal entretenus, le relent métallique de l'humidité étaient devenus les parfums de son quotidien, remplaçant la douceur du jasmin et la richesse des épices de sa cour aquitaine. Ses yeux, jadis habitués au vaste horizon de son duché, s'étaient accoutumés aux étroites meurtrières, où le ciel n'était qu'une bande pâle et lointaine. La solitude était une compagne constante, une présence silencieuse qui s'insinuait dans chaque recoin de sa conscience. Elle lisait, les quelques parchemins autorisés devenant des trésors inestimables, des fenêtres fragiles sur un autre monde. Elle brodait, ses doigts agiles tissant des motifs complexes sur des étoffes grossières, chaque point une méditation, chaque couleur un souvenir. Les fils de soie prenaient vie sous ses mains, transformant les murs austères de sa geôle en une toile imaginaire, peuplée de chevaliers, de troubadours, de châteaux et de batailles. Parfois, elle traçait des cartes mentales, rejouant les stratégies, réévaluant les alliances, son esprit refusant de se laisser enchaîner, même si son corps l'était. Les nouvelles de ses fils lui parvenaient, par intermittence, tel un vent glacial. En l'an de grâce 1183, la nouvelle tomba, brutale et inattendue, Henri le Jeune était mort. La fièvre, disait-on, la fièvre des champs de bataille, la fièvre de l'ambition déçue. Aliénor reçut la nouvelle dans le silence de sa cellule, le cœur serré par une douleur sourde. Son fils aîné, son roi, celui pour qui elle avait risqué sa liberté, s'était éteint loin d'elle, sans avoir jamais connu le pouvoir qu'il avait tant désiré.
Elle se remémora son visage impatient, ses plaintes amères, sa fougue juvénile. Une larme solitaire roula sur sa joue, traçant un chemin salé sur sa peau marquée par les ans. C'était un coup terrible, une confirmation amère de l'échec de leur rébellion. 3 ans plus tard, en 1186, une autre ombre s'abattit sur sa prison. Geoffroy, le 3e fils, le duc de Bretagne, périt lui aussi, lors d'un tournoi à Paris, piétiné par un cheval. Encore un fils arraché à son affection, encore une vie brisée par la violence du monde féodal. Aliénor sentit le poids du destin s'accumuler sur elle. 2 de ses garçons étaient partis, et elle, leur mère, était impuissante, enfermée derrière des murs, incapable de les pleurer dignement, incapable de protéger les vivants. Pourtant, ces deuils, loin de la briser, renforcèrent sa détermination. Le trône d'Angleterre était désormais plus proche de Richard, son lion d'Aquitaine. Et Jean, le plus jeune, le favori d'Henri II, restait. La dynastie Plantagenet, qu'elle avait contribué à fonder, continuait, mais à quel prix ? Elle observait de loin, ou plutôt elle devinait, l'escalade de la tension entre Henri II et Richard. Le vieux roi, plus que jamais obsédé par son pouvoir, refusait toujours de céder l'Aquitaine à Richard, qui la considérait comme son héritage légitime, son royaume. Les conflits s'enchaînaient, les alliances se nouaient et se dénouaient, souvent avec le roi de France, Philippe Auguste, comme arbitre et instigateur. Aliénor, dans sa prison, sentait l'odeur de la poudre, le son lointain des épées qui s'entrechoquaient, les trahisons qui se tramaient. Les années passèrent, et l'étau se resserra autour d'Henri II. La fortune, jadis si favorable, commençait à lui tourner le dos. Ses fils survivants, Richard et Jean, même s'il était en conflit l'un avec l'autre, se liguaient parfois contre lui. L'usure du pouvoir, les guerres incessantes, la mort de ses fils aînés, tout cela pesait sur le roi. Aliénor, toujours captive, savait que son temps viendrait. Elle attendait, patiente comme une araignée tissant sa toile, son esprit aiguisé par l'isolement, son jugement affûté par l'observation silencieuse. Puis, en l'an de grâce 1189, le vent du changement souffla enfin. La nouvelle arriva, d'abord un murmure, puis un cri de joie contenu parmi ses quelques serviteurs fidèles, Henri II était mort. Vaincu par Richard et Philippe Auguste, trahi par Jean, son fils favori, le roi était mort d'épuisement et de chagrin à Chinon, la même forteresse où Aliénor avait été emprisonnée des années auparavant. Ironie du sort, le cycle s'était refermé. La porte de sa prison s'ouvrit, non pas sur l'ordre d'Henri II, mais sur celui de Richard, son fils bien-aimé, devenu roi. L'air frais et vivifiant d'un matin d'été envahit sa cellule, portant avec lui les senteurs de la terre humide, des fleurs sauvages et la promesse d'une liberté retrouvée. Aliénor respira profondément, sentant la vie affluer de nouveau dans ses poumons. Elle se leva, ses jambes un peu raides après tant d'années d'inactivité, mais son port toujours altier. Elle était libre. Le voyage de Winchester à Westminster fut un triomphe silencieux. Le soleil de juillet baignait les routes d'Angleterre, une lumière différente de celle de son Aquitaine, plus douce, plus diffuse. Mais elle la savourait. Elle traversa les villages, les villes, les gens se pressant sur son passage, les visages marqués par la curiosité et le respect. La reine captive était de retour. Ses yeux s'attardaient sur les paysages, sur les visages des paysans, sur les détails de la vie qu'elle avait été contrainte d'oublier. Chaque arbre, chaque rivière, chaque clocher d'église était une redécouverte. À Winchester, elle retrouva Richard. Le cœur de lion, son fils, était maintenant un homme, le visage buriné par les batailles, le regard intense, la stature imposante. L'étreinte fut longue et silencieuse, pleine d'années de séparation, de regrets inexprimés, et d'un amour profond et inaltérable. Aliénor sentit les larmes monter, mais elle les retint. Elle était une reine, et les reines ne pleuraient pas en public. Son rôle n'était pas de se lamenter, mais de gouverner. Richard, devenu Richard Ier d'Angleterre, cœur de lion, ne chercha pas à la reléguer à un rôle secondaire. Au contraire, il la savait intelligente, expérimentée, une stratège hors pair. Il la consulta, l'écouta, lui rendit le pouvoir et la dignité qu'Henri II lui avait si longtemps refusé. Aliénor retrouva sa place au sommet de l'échiquier politique. Elle fut nommée régente d'Angleterre en l'absence de Richard, qui se préparait à partir pour la 3e croisade. La cour de Richard, sous l'influence d'Aliénor, retrouva un certain éclat, une élégance qu'elle avait perdue sous le règne austère d'Henri II. Mais Aliénor ne se contentait pas d'organiser des banquets et des tournois. Elle gouvernait avec une main de fer dans un gant de velours. Elle réaffirma son autorité sur l'Aquitaine, réprimant les révoltes, rétablissant l'ordre. Elle rendit la justice, écouta les doléances, et s'assura que les intérêts de Richard étaient protégés pendant son absence. Ses lettres, rédigées avec une clarté et une autorité impressionnantes, partaient dans toutes les directions, de l'Angleterre à l'Aquitaine, de la Normandie à la France. L'absence de Richard fut longue. La nouvelle de sa capture en Autriche, lors de son retour de la croisade, frappa l'Angleterre comme un coup de foudre. Aliénor, bien que secouée, ne céda pas à la panique. Elle était la seule à pouvoir maintenir l'ordre et à organiser la libération de son fils.
Elle mobilisa toutes les ressources du royaume, leva l'énorme rançon exigée par l'empereur Henri VI. Elle négocia, plaida, menaça, utilisant chaque once de son prestige et de son intelligence politique. Elle vendit des terres, des joyaux, imposa des taxes, sa détermination inébranlable face aux difficultés. Pendant ce temps, Jean sans terre, son plus jeune fils, complotait. Il tenta de s'emparer du trône, de s'allier avec Philippe Auguste. Mais Aliénor veillait. Elle déjoua les plans de Jean avec une astuce redoutable, s'assurant que les barons restaient loyaux à Richard. Elle fut le roc sur lequel l'Angleterre s'appuya pendant cette période de crise, la gardienne de la couronne de son fils. Finalement, en l'an de grâce 1194, Richard fut libéré. Le retour du roi fut une explosion de joie. Aliénor le retrouva, son cœur rempli d'un mélange de soulagement et de fierté. Elle avait réussi, elle avait ramené son fils. Elle avait sauvé l'empire plantagenet. Richard, reconnaissant, la nomma à nouveau régente, lui laissant les rênes du pouvoir pendant qu'il repartait sur le continent pour reconquérir les territoires perdus face à Philippe Auguste. Les dernières années de Richard furent consacrées à la guerre en France. Aliénor, désormais âgée, continua de le conseiller, de le soutenir, son esprit toujours aussi vif, son jugement toujours aussi sûr. Puis, en 1199, le destin frappa de nouveau. Richard, le cœur de lion, le guerrier intrépide, fut mortellement blessé par une flèche lors du siège d'un château. Aliénor, âgée de 77 ans, accourut à son chevet. Elle le veilla, le tint dans ses bras alors qu'il rendait son dernier souffle. La perte de son fils bien-aimé fut un coup terrible, mais elle ne se laissa pas abattre. Elle était la matriarche, le pilier de la dynastie. Elle savait qu'il fallait agir. Elle assura la succession de Jean sans terre, son dernier fils vivant. Malgré les doutes de certains barons et les propres faiblesses de Jean, Aliénor, avec toute son autorité et son prestige, le fit reconnaître comme roi d'Angleterre et duc de Normandie et d'Aquitaine. Elle voyagea en Aquitaine, parcourant les routes qu'elle connaissait si bien, ralliant les vassaux, assurant la loyauté de son duché à son dernier fils. Elle négocia le mariage de sa petite-fille Blanche de Castille avec le futur Louis VIII de France, scellant une alliance cruciale pour l'avenir de l'Empire. Les dernières années de sa vie furent un crépuscule doré. Elle se retira à l'abbaye de Fontevraud, un lieu de paix et de recueillement qu'elle avait toujours aimé, où étaient déjà enterrés Henri II et Richard. Elle y vécut entourée de moniales, mais son esprit restait actif, son influence persistante. Les souverains venaient la consulter, les messagers apportaient des nouvelles de tous les coins de l'Europe. Elle était la sagesse incarnée, la mémoire vivante d'un siècle de tumulte. Ses journées étaient rythmées par les chants monastiques, les prières et la contemplation. Elle se promenait dans les jardins de l'abbaye, les mêmes parfums de lavande et de romarin que ceux de son Aquitaine lointaine, apaisant son âme. Elle regardait les ombres s'allonger sur les pierres, pensant à ses enfants disparus, à ses triomphes, à ses défaites. Elle avait été reine 2 fois, duchesse, régente, prisonnière. Elle avait bâti des empires, fomenté des rébellions, élevé des rois. En l'an de grâce 1204, à l'âge vénérable de 82 ans, Aliénor d'Aquitaine rendit son dernier soupir à Fontevraud. Elle fut enterrée aux côtés d'Henri II et de Richard, réunie dans la mort à ceux qu'elle avait aimés, combattus, et pour qui elle avait tant sacrifié. Sa vie fut une épopée, un roman à elle seule, le témoignage d'une femme qui refusa les conventions de son temps, qui osa défier les hommes les plus puissants d'Europe et qui laissa une empreinte indélébile sur l'histoire. Son héritage fut immense. Elle fut la mère de la dynastie Plantagenet, la gardienne de l'Aquitaine, l'inspiratrice des troubadours, la stratège politique dont l'intelligence et la volonté marquèrent son siècle. Elle fut soupçonnée d'organiser des rencontres secrètes, d'attiser la rébellion, d'être une force disruptive. Et elle l'était, car elle croyait en son droit, en celui de ses fils, et en sa capacité à modeler le monde. Elle avait été la flamme qui avait embrasé l'Europe, la force inébranlable qui avait tenu bon face à l'adversité, la reine qui avait régné non seulement sur des terres, mais sur les cœurs et les esprits. Sa légende perdurait, celle d'une femme d'exception, dont la vie fut le reflet flamboyant d'un âge de chevalerie, de pouvoir et de passion.